finalement commence. Il y a des intentions de destituer Martine de la direction du musée de la mémoire. Donc c'est vraiment un moment intéressant de profiter son séjour, qui est des 2 jours à Paris, pour échanger avec lui. Donc merci beaucoup. On va passer à écouter tout de suite Martine. Je suis Martin, et non Martin. C'est vrai. Ça fait 20 ans que je parle plus français. Je vais essayer de m'exprimer français. D'abord, je vais remercier. Ça fait 20 ans que je parle plus français. Je vais essayer de parler aujourd'hui. Mêlé avec l'espagnol. Et Guarani aussi. D'abord, je vais remercier les gens qui avaient soutenu la découverte de l'archive de Paraguay et qui a protégé l'archive de Paraguay. Merci beaucoup, docteur Adam Turén, et je vous demande d'applaudir très fortement. Ça fait 20 ans que nous avons trouvé 3 tonnes de papier. Et nous avons eu des jours que nous avons trouvé l'archive de 3 tonnes de papier. Et... Acerca el micro. Hein? Ahí. Ah, oui, je m'excuse. Je viens de la campagne. Oui. D'accord. Avant de raconter l'histoire de la découverte de l'archive, je vais remercier aussi la présence de notre cher frère colombien, journaliste Hernando Carlos Pina, très courageuse pour nous, et toujours a soutenu la cause paraguayenne et latino-américaine. Je vous prie aussi de... Nous avons trouvé l'archive de 22 décembre à 11h du matin. Et nous avons eu peur que bien des militaires ou de la police reprendre le papier. Et nous avons téléphoné en France, Amérique latine, et nous avons parlé avec Madame non, oui, Marcel Bernard. Marcel Bernard est au courant que notre projet c'était de découvrir l'archive. Et Marcel Bernard a envoyé quelqu'un tout de suite. Le 23 soir est arrivé à Asunción l'avocat Pierre Cardor. Pierre Cardor est arrivé, nous a invité la presse paraguayenne, et j'étais le traducteur. Et la presse a demandé qui êtes-vous, monsieur? Il a dit je suis avocat français du baroque, tout simplement comme ça. Et la presse m'a demandé à moi qu'est-ce qu'il dit ce monsieur? Il est le président de la Cour suprême de la France. Je dis ça. Et à partir de là, la situation a passé, comment dire, la tormenta. La tempête est passée, nous avons eu peur. Après, Marcel Bernard est arrivé là-bas aussi pour soutenir le président de la Cour suprême de la France. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Qu'est-ce qu'il y avait dedans de l'archive? Nous avons l'histoire, nous avons trouvé l'histoire du Paraguay, la répression au Paraguay de 1929 à 89. D'abord, persécution aux anarchistes français et espagnols qui étaient arrivés. Après les communistes, après les socialistes, après nous les subversifs. La deuxième partie, c'était Condor.
Dans le fond de la documentation des papiers, il y avait la Condor. Comme dit, on peut dire acte de naissance, acte de naissance, qui était au fond. Parce qu'à ce moment-là aussi est arrivé la quarta flotte nord-américaine. Quarta flotte, non sais comment on dit ça. Quatrième flotte, oui, la baie américaine. Pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Pour ce moment-là, qui a pris les pouvoirs, c'était de la même famille de Stroessner, Rodriguez, général, lié avec la drogue. Et la quarta flotte, les gens américains sont là pour chercher les papiers, pour effacer tout ce qui concernait au nouveau président, nommé par les États-Unis. Oui. Et nous avons trouvé Condor. Et l'acte de naissance Condor, l'opération Condor. Après, nous avons eu l'idée, nous avons pris la nouvelle qu'il y avait un juge espagnol qui faisait la recherche autour de Condor. C'était le juge Garçon. Oui. Et nous avons envoyé une lettre à Garçon. Et Garçon était là aussi pour soutenir moralement. Qu'était le Condor? Condor était les liaisons de contact, de compromis entre Argentine, Brésil, Uruguay, Chili, Bolivie et Paraguay. Pourquoi j'étais lié avec Condor? J'étais, dans l'année 60, 70, directeur d'école primaire au Paraguay. Directeur d'école primaire. Et un prêtre catholique, jésuite, m'a fait un cadeau pour Noël, l'ouvrage de Paulo Freire, Éducation de los oprimidos, Éducation pour la libération. J'ai lu ça, il m'a plu. J'ai passé à ma femme, nous avons constitué un petit groupe, et nous avons appliqué ça, l'éducation libéradora. Et la police politique a pris ça. Des nouvelles que j'étais en train de lire un livre diabolique. Après, avant il n'y avait pas au Paraguay la télévision, il y avait les matinées, ne sais pas. Je parlais de l'année 60, 70. Et passé le film de Cantinflas. Vous connaissez Cantinflas? Oui, Cantinflas. Le prof de Cantinflas. Le prophète. Et nous avons vu ça. Nous étions très contents. Et nous avons envoyé des petits mots de félicitations à Cantinflas pour le film. Cantinflas a répondu disant, volontiers, moi si je serai là pour aider, pour enseignants paraguayens, pour bâtir, on dit nous, la población de Magisterio, Villa el Maestro. Parce que j'étais directeur d'école, après j'étais nommé président du syndicat d'enseignants, de l'école primaire. Et au Paraguay, à l'époque, seulement pouvait constituer des coopératives, les Polonais, les Allemands, nazis, Ménonites, pas de Paraguayens. Et pourquoi j'ai encouragé la coopérative d'enseignants. Après, me fait appeler le ministre de l'Éducation paraguayen. Et j'étais très content.
Je suis allé, je me suis dit, ah, j'aurai des promotions. Je vais devenir chef. On dit superviseur, je ne sais pas comment on dit comme ça. Chef, superviseur, oui. Oui. Je suis arrivé là et je dis, bonjour, monsieur le ministre. Il n'a pas répondu. J'ai passé la main. Silence. Il m'a dit, quand Cantinflas va venir au Paraguay. Et je dis, oui, ministre, il viendra. Il m'a dit, qui est pour vous Cantinflas? Ah, ministre, c'est ça. Idolo. Et il a frappé la table, il a dit, Monsieur Stone, le président de la République, père de la batterie, jamais Cantinflas va venir au Paraguay. Jamás pisará tierra paraguaya. Comment on dit ça? De pied au Paraguay. Et je lui ai dit, pourquoi, monsieur le ministre? Il m'a dit, les communistes. Vous êtes le livre communiste de Pablo Freire. Communiste. Cantinflas communiste. Ça suffit, monsieur Almada. J'ai eu peur. À partir de là, je me sentais encerclé par la police politique. J'ai frappé la porte de mandat de bourse pour sortir du pays. Et finalement, l'Argentine m'a donné la possibilité d'aller à l'université de La Plata. J'ai fait mon doctorat là-bas. J'ai fait la thèse. Je dirais en espagnol, et la thèse c'était éducation y dépendance. Je disais, en el Paraguay, la educación solo beneficia a la clase dominante y está al servicio de su desarrollo y la dependencia. Je suis arrivé au Paraguay, je suis arrivé le 26 novembre. La police politique m'a pris, j'étais à l'école avec ma femme et j'étais allé directement devant un tribunal militaire intégré par Argentine, Brésil, Uruguay, Chili. J'étais considéré là comme Bin Laden, j'étais Bin Laden. Il m'a posé des questions. J'étais 30 jours devant ce tribunal militaire. Finalement, ils ont dit pour moi que j'étais terroriste intellectuel. Je n'ai rien compris. J'étais terroriste intellectuel. J'étais 1000 jours. Finalement, j'ai décidé de faire la grève de faim. Oui. 30 jours. Et finalement, grâce à Amnesty International, je peux sortir. Je suis allé à Panama. Et Panama, le président de Panama a téléphoné au directeur général de l'UNESCO de Paris. Il y a quelqu'un ici. Il parlait de moi, je suis arrivé. M. Mbow était le directeur général. Je suis arrivé ici. Normalement, je devais arriver avec l'appui paraguayen. Je suis arrivé avec l'appui de Panama, non de Paraguay. C'est pas normal. Mais Mbow m'a soutenu. Et j'étais consultant pour l'Amérique latine. C'est accompli tout l'assassinat des évêques, des prêtres, des bonseurs, etc. C'était la recette de base inconnue. Qui étaient les victimes de Condor? 100 000 personnes. 100 000. Comment dire en français? 100 000 personnes ont été éliminées avec le Condor. 150, 75 ou 85? 85. Oui.
Qui étaient les victimes de Condor? Les dirigeants syndicaux, étudiants, professeurs, journalistes, bonnes sœurs, religieuses, théologie de la libération, intellectuels. La classe intellectuelle d'Amérique latine a été effacée 75 à 85. C'est ça, Condor. Mais Condor, el Condor sigue volando. Comme on dit, le Condor continue à voler. Et nous avons trouvé ce dossier secret militaire paraguayen. C'était... Et Pierre, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire toi et traduire toi ce qu'a dit le document secret de la force armée paraguayenne, s'il te plaît. Sois gentil. Alors, déjà, faut que je le lise parce que je ne le connais pas. Il date de 1997, 10 juillet 97. Et donc il est question tout simplement de faire une sorte d'action combinée sur la situation subversive dans le continent latino-américain, j'imagine. Et ça s'adresse aux Équatoriens de la part des Paraguayens. Et apparemment, c'est une sorte d'élaboration d'une action future, donc ça va s'appeler le ACSSC, Organización Combinada de la Situación Subversiva del Continente, ce qui doit être une structure qui va être créée. Et quand ils disent en relation avec la conférence programmée, j'imagine qu'ils doivent se parler soit à deux, soit à plusieurs, mais là il n'y a que deux armées concernées. Mais semble-t-il, c'est la suite des autres structures équivalentes. Il n'y a pas d'autres informations plus que ça. Ça veut dire qu'en 1997, on avait prévu et organisé des relations communes, intercommunes entre différentes armées, semble-t-il. Mais c'est la suite de ce qui existait déjà. Je vais essayer de traduire à ma façon. Oui. Monsieur le Paraguayen Francisco Ramón Ledesma, colonel, disant Castillo Báez, Équateur, je vous envoie la liste des subversifs paraguayens pour faire la liste des subversifs latino-américains. On appelle ça Condor 2. Condor 2. Monsieur Pinochet a disparu et aujourd'hui Condor ça fonctionne sous le contrôle del Pentágono, qu'il appelle Conferencia de Ejércitos Americanos. Conferencia de Ejércitos Americanos. Somos tout contrôlés, vous êtes tout contrôlés, comme moi. Somos tout contrôlés. Oui. C'est ça le Condor. Et je voudrais aussi raconter que ça fait 20 ans que nous avons trouvé le dossier Condor. Et aussi nous avons eu la Constitution nationale approuvée il y a 20 ans. Mais M. Lugo, président de la République, a été destitué. Qui était derrière de cette situation? Qui était derrière? Primo USAID. Vous connaissez USAID? C'est l'agence de coopération, de développement des États-Unis. Et le Vatican. La bourgeoisie, la multinationale, Monsanto, multinationale, Rio Tinto, qui va s'installer là pour la exploiter. On dit aluminium,
Aluminium. Mais c'est bizarre cette histoire d'aluminium au Paraguay. Parce qu'il n'y a pas d'aluminium au Paraguay. Il va faire d'Amérique latine, d'Amérique centrale ou de l'Afrique, va aller à l'aluminium au Paraguay parce que là-bas, il y a l'eau gratuitement et l'électricité gratuitement. C'est pour ça qu'ils sont poussés aussi. Mais la chose très sympa que j'ai eue, très sympa. Le gouvernement actuel, c'était reconnu seulement pour le Vatican, Taïwan, Liban et Canada, parce que Rio Tinto est de Canada, multinational. J'étais en déjeuner diplomatique, j'étais là. N'était pas invité le gouvernement actuel, j'étais là. Et quelqu'un s'approchait, il m'a dit, mais je vous connais, vous êtes monsieur Almada. Et je lui ai dit, oui monsieur, je suis Almada. Et je regardais très bien. Et j'ai vu que, j'ai noté qu'il avait quelque chose ici, qu'il utilise les prêtres. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui. Une petite chose qu'il utilise les prêtres. Oui. Et je me suis dit, ah, ça prête ça. Il m'a dit, parce que quand il y a eu le coup d'État, j'ai fait des déclarations à la presse internationale que le Vatican était derrière de ce coup d'État. Il m'a dit, monsieur Almada, il faut savoir que j'ai essayé d'aider à monsieur Lugo. J'ai fait tout le nécessaire. Il ne m'a pas écouté. Et finalement le coup d'État. Mais j'ai fait tout le nécessaire, monsieur Almada, pour sortir et fortifier la démocratie. C'était le nuncio apostolico. Et je regardais bien et je me suis dit, voilà, moi, athée, et el nuncio apostólico se confiesa conmigo. C'était drôle ça. C'était drôle. Vous avez compris? Oui. Oui. Mais le Vatican soutient. Pourquoi le Vatican était contre lui? Parce que vous soutenez la théologie de la libération. Mais je voudrais raconter aussi qu'il y a aujourd'hui, avec ce gouvernement-là, la campagne pour faire venir les, je ne sais pas comment on dit en français, le reste, le cuerpo de la dépouille de Stroessner. Au lieu de consolider la démocratie, Stroessner va venir au Paraguay pour provoquer plus de douleur pour nous, que nous étions des victimes de lui. Ça veut dire que... En Brésil, oui. Et avant de finir et vous donner la parole, je voudrais offrir, Monsieur le Président de l'association paraguayenne, mon ouvrage qui s'appelle Paraguay, la cárcel olvidada. Muchas gracias. Oui, c'est pour vous, Monsieur le Président, il faut lire. C'est pas pour moi, c'est pour l'association, pour tous les Paraguayens qui sont à Paris. C'est un plaisir. Oui, je vous prie de bien vouloir de lire d'abord vous, monsieur. Le professeur. Ici, je vous apporté le drapeau paraguayen pour soutenir la cause et lutter. En avril, il y aura des élections au Paraguay. Il faut réfléchir et soutenir aux gens qui veulent soutenir la démocratie. C'est ça, Oui. on va faire ça. Il faut apprendre le français à la démocratie. Merci. C'est vrai, merci. Oui. Merci, monsieur. Aussi, je vais remarquer la présence de Sharan. Sharan,
c'est quelqu'un qui travaille pour la Fondation pour une nouvelle alternative de la paix, qui vient m'accompagner. Je vous prie aussi à applaudisser. Merci à vous. J'ai eu ce prix. Les gens ne comprennent pas au Paraguay que ça veut dire le prix alternatif. Il y a le prix Nobel que le roi donne ça avec 1 million, je ne sais pas combien, $1000. Et le prix Nobel alternatif, c'est pas beaucoup, mais j'ai reçu ça, le petit. Mais au Paraguay, les gens croient que j'ai reçu 1,5 million. Les gens croient que je suis riche. Et j'ai besoin de montrer que je suis riche, parce que je suis totalement isolé là-bas. Et j'ai besoin d'appui, et votre appui, et en plus, que nous continuons de chercher des dossiers secrets de Condor. Et merci beaucoup et j'entends votre question. Nicole, tu as la parole. Oui, merci. Il m'a fait donner plus de fois de dîner avec elle le pouce. Ça s'entend, oui, à peu près. Oui, Moi, j'ai lu ta thèse. Apparemment, tu ne l'as pas écrite toi-même, parce que quiconque écrit une thèse, soutient une thèse, commence par la formule sacramentelle. Nous nous proposons de démontrer par la présente thèse. On commence comme ça. Et qu'est-ce qui se propose de démontrer? Que la fonction de l'éducation au Paraguay, c'est de reproduire le système d'exploitation, premièrement, et deuxièmement, le système de dépendance à l'égard du Nord. Bon. Alors, si on ne fait pas les gens en taule pour ça, je ne sais pas pourquoi on les en taule. Merci. Oui, c'est vrai. Merci de ta contribution. Elle a clarifié vraiment ce que je parle. Oui, je vous écoute. Oui. Oui. Votre nom? José Pavel, du Perú. Vous venez de où? De Paraguay? Sí, de Perú. Ah, Perú. Sí, sí. C'est riche. Oh. Como vous. Ah, merci. Juste une petite explication peut-être de la participation du gouvernement péruvien au plan Condor. Au départ, quand nous avons trouvé le dossier, les 3 tonnes de papier, il y avait seulement des informations très limitées sur Argentine, Brésil, Uruguay, Chili, Bolivie. Et petit à petit, on dit nous 3 tonnes, nous sommes 4 ou 5 tonnes. Mais petit à petit, nous avons trouvé des informations sur Condor au Pérou qui étaient liées aussi. Le dernier pays de Condor, c'était Équateur. Condor de Pérou est lié. Et il y avait, pré-Condor, ça a commencé au Brésil avec des coups d'État contre, comment s'appelle le président Goulart, pré-Condor. 1975, au Chili, Pinochet a créé le Condor, vrai Condor, parce que au départ, le Condor était des relations bilatérales. On dit bilatéral ou bilatéraux? Bilatéral. Avec Pinochet, c'était multilatéral. Aujourd'hui, Condor est global. Les seuls pays qui ne sont pas membres de Condor aujourd'hui, c'est Argentine, Bolivie, Venezuela, Équateur, Cuba. Après, tous les pays sont membres aujourd'hui de la conférence des exércitos américains, selon ce papier que je vous montre. Panama? Panama fait partie. Membre, oui. D'abord, c'est très bien, j'ai beaucoup aimé le film. C'est très très passionnant parce que là on comprend un peu le Paraguay. Quand on voit ce film. Les deux dehors, c'est pas facile de comprendre.
Et je voulais savoir comment a servi le film, ou comment sert le film en ce moment internationalement. Est-ce qu'on l'a vu à la télévision? Est-ce que Dr. Almohada peut l'utiliser, peut s'en servir? Quel est le... Oui. Dis-toi ou moi? Doctor, je fais ça. Pero paso de eso. On a le droit de parler. Ouais, On parle. Et bien, en fait, ici en France, il n'a pas été distribué. Il n'a pas été passé à la télé, en fait. Il y a une distribution DVD et sur Internet avec l'Armaton. Donc, en fait, il n'y a pas de télé française qui l'ont voulu. J'essayais, mais non. Et il a été acheté par l'Italie, la RAI, Al Jazeera, une chaîne iranienne et une chaîne polonaise. Après, au Paraguay, et en Argentine et au Venezuela. Ça, c'est les télés qui l'ont acheté. Disons. Après, bon, des festivals, des projections, mais après, au bout d'un moment, ça se tue seul, disons. En fait, il faut dire que Lugo, donc il a gagné. Il est resté au pouvoir 4 ans. Il y a eu un coup d'État au mois de juin. Et pendant ces 4 ans, bon, il avait énormément de trucs à faire. Oui, beaucoup d'espoir et beaucoup de devoirs, beaucoup de missions. Et en fait, une de ces trucs qu'il a quand même pu faire, c'est la télévision publique. Donc, il a pu monter une télévision publique qui a commencé à... Donc, elle a démarré cette année seulement, donc elle a duré très peu. Là, il y a eu des speeds, ouais. Licenciements massifs, parce que c'était des gens, justement, disons, beaucoup de jeunes hors cette fonctionnement de partis, etc. C'était un peu la nouvelle citoyenneté, disons, qui s'est créée, etc. Et tous ces gens-là, ils ont été virés d'un coup après le coup d'État. Donc cette télévision publique, elle a eu une vie très courte. Mais maintenant qu'il y avait la télévision publique, par exemple, ils ont passé le film, ils ont passé d'autres films qui ont été faits sur le même sujet, ils ont fait une semaine sur la mémoire, sur le straussnisme, ils ont fait une programmation différente, disons, parce que les chaînes, là-bas, c'est pas comme ça. Voilà, et ça c'est les films. Après, bon, tout le monde là, tout le monde peut faire des projections, mais c'est... Oui, mais c'est pas très actif. Oui. Son grand-père était paraguayen. Il était nommé... Non, pas nommé. Élu et député pour le Parti socialiste au Paraguay. Mais la droite, l'extrême droite, n'a pas permis qu'il prenne sans fonction. Mais elle était la petite fille de personnalité révolutionnaire. Je viens de remarquer la présence de Felicita Carrillo. Nous étions ensemble. Tu peux te lever si te plaît, Felicita. Felicita Carrillo. Nous étions ensemble au camp de concentration. Oui. Et que tu vas dire quelque chose, Felicita. Toi, qu'est-ce qui s'est passé avec toi, comment tu es arrivé en France? C'est à peu près le même parcours que toi, t'as vu. On était ensemble, on est restés ensemble 3 ans, donc et lui il est parti en premier à destination inconnue pour nous, et moi je suis partie quelques mois après, et bon je suis arrivée à Paris, la même organisme qui a aidé ma fille, a aidé à moi. Est-ce que tu peux parler de ton mari et ta fille? Oui, ça c'est un témoignage, Tu peux parce que je suis argentine et maltraitée en Argentine, on va dire, mal élevée. Et j'étais mariée à un Paraguayen, avocat,
était un compagnon à Martine, justement. On s'est connus. Martin. Et j'ai connu Martin à Emboscada. Et c'est comme ça que j'ai suivi le parcours à mon mari d'étudiant et ceux de Martine. Nous, on vivait en Argentine et j'ai eu mon beau-père qui vivait en Asunción. Et je suis partie, j'ai eu un bébé, donc tout bébé, les grands-pères ne pouvaient pas se déplacer parce qu'ils étaient malades. Et je me suis rendue à Asunción pour qu'il fasse connaissance de sa petite-fille. Et étant là-bas, mon mari était prisonnier, il était recherché. Et je suis restée bloquée à Paraguay, donc ensuite incarcérée. Et puis, j'ai dit ça pour le Et je suis revenue, j'ai resté à Emboscada tout ce temps-là avec ma fille. Et on est revenus à partir tous les deux. Et maintenant, elle, sa fille, et moi aussi. Oui, ce soir, je vais remercier aussi Valentina Maria. Valentina, tu peux te lever, s'il te plaît. Elle m'a donné, quand je suis arrivé ici, j'étais malade. J'ai fait la grève de la faim et je n'ai pas eu la possibilité de manger ce que vous mangez, vous les Français. Vous mangez trop, hein? Et après la grève de la faim, j'ai eu des difficultés à manger des choses et qui m'a préparé le repas, c'était Valentina. Merci. Il y a un 12e volet qui a été enregistré en fait à partir disons, du gouvernement Lugo, toutes les difficultés, et là dernièrement, le coup d'État. Donc c'est juste pour dire qu'Anna est en train de travailler sur un 12e volet, et c'est un document que je crois historique, extrêmement important, et je crois qu'il y a pas mal de journalistes et des gens qui savent aussi les énormes difficultés qu'ont les gens réalisateurs à mener à bien son projet, donc juste dire un peu ça aussi. Oui, oui. Je m'excuse. Hein. Ce soir, pour moi, c'est le soir. Quand je suis arrivé à Paris, quand je suis arrivé en 69, je suis arrivé ici et, comme on dit, fracassado, échoué, hein? Frustré, quand je suis arrivé ici. J'étais chassé de mon pays. Et je me sentais bien aujourd'hui. C'est tout à fait tout le contraire. Je me sens bien parce que demain je dois partir au Tchad pour aider comme prix Nobel alternatif. Je serai là pour soutenir la campagne en faveur de quelqu'un qui souffre de persécution à Djamena. Je serai utile pour quelqu'un. Et je me sentais bien. Je me suis, après de trouver cette archive, le procès que nous avons entamé contre Stroessner, etc., je me sens mieux aujourd'hui. Pas fracassado, pas échoué. Mais je me suis vainqueur, oui, avec les 3 tonnes de papier que nous avons jetés comme ça. Parce que un jour, j'ai été mis devant pas un tribunal militaire, c'était un tribunal de médecins et psychiatres disant que j'étais fou. Péricia psychiatrique. J'étais soumis là parce que je disais ce que j'avais subi en prison. Les gens disaient, ce n'est pas vrai, c'est pas possible. Et finalement, quand nous avons trouvé les 3 tomes et j'ai écrit cet ouvrage, finalement, le psychiatre a dit, c'est vrai. Mais c'est vrai ce qui s'est passé. Je m'excuse ce que je ferai maintenant. Et je suis fier de voir mes copains, amis, protecteurs, je ne sais pas quoi. Je voudrais aussi, j'ai noté la présence de mon petit-fils. Bien sûr. Malheureusement, je suis resté petit, il a grandi. On est à la salle jusqu'à 20h15.
Mais je crois qu'on aura l'occasion là, à côté de continuer à discuter, peut-être pour celles qui le souhaitent autour d'un verre. Donc on vous invite et on vous remercie encore de votre présence. Et je profite aussi pour dire le 25 octobre à la Maison de l'Amérique latine, à 21h, on va envoyer l'invitation. Il y aura aussi un débat sur la situation du Paraguay et de l'Honduras actuellement. Donc ces deux pays qui ont subi un coup d'État. Et je reprends une expression que Martin disait hier. Nous, nos pays, souvent c'est les pays des etc. Parce que quand il est arrivé en France, il disait l'Argentine, le Brésil, le Chili, l'Uruguay, etc. Donc tout le reste c'était l'etc. Et il faut que de ces pays où personne n'en parle, donc c'est pour ça qu'on fait une soirée pour parler de ces pays où se passe pourtant des choses, des dignités, aussi des atrocités, mais aussi beaucoup de dignités. Donc le 25, on vous attend. Merci.